Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, l'état d'urgence est prolongé de 3 mois dans la région de Difa. La situation sécuritaire de cette localité, considérée comme le fief de Boko Haram, préoccupe les autorités. Également dans l'actualité, les travaux de la haute commission mixte entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont pris fin le 26 avril. 13 accords ont été signés à l'issue de cette rencontre. Et puis l'émotion reste vive à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après la disparition soudaine de Papa Wemba. Un dernier hommage est prévu le 2 mai au Palais du Peuple. Mais tout d'abord, au Libéria, l'ancien footballeur international George Weah a annoncé qu'il serait candidat à la présidentielle de 2017. Le leader du parti Congrès démocratique pour le changement veut mettre à contribution son expérience tirée de sa carrière sportive de haut niveau. Il n'en est pas à sa première tentative puisqu'il s'était présenté à la présidentielle de 2005 et avait perdu face à l'actuelle présidente Ellen Johnson Sirleaf. Au Niger, le gouvernement a décidé de prolonger l'état d'urgence de 3 mois dans la région de Difa à partir du jeudi 28 avril. La situation sécuritaire de cette région, fief du groupe Boko Haram, est jugée préoccupante par les autorités du pays. La mise en place de ce dispositif permettra aux autorités d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit. Alioune Guindo. Nouvelle prolongation pour 3 mois de l'état d'urgence dans la région de Difa, au Niger. Cette zone frontalière du nord-est du Nigeria est considérée comme étant le fief national de Boko Haram. L'état d'urgence y a été instauré depuis février 2015, au lendemain des premières attaques perpétrées par le groupe islamiste. Il a été plusieurs fois reconduit du fait de la persistance des raids des insurgés nigérians. La prolongation d'état d'urgence dans cette localité peut également causer beaucoup de choses dans la position des droits de l'homme. Alors, en instaurant cet état d'urgence, cela permettrait également d'avoir un résultat positif du point de vue sécuritaire, du moment où les terroristes, précisément les Boko Haram, opèrent leurs opérations beaucoup plus dans les milieux là où il y a beaucoup de gens, tels que les marchés, tels qu'il y a là où il y a un assez d'équipement. C'est là où Boko Haram opère leur forfait. Mais alors, le résultat ou bien la conséquence, les victimes ne seront pas trop nombreuses comme dans d'autres cas. La prorogation de l'état d'urgence dans la localité de Difa a aussi permis au gouvernement nigérien d'accorder plus de pouvoir aux forces de sécurité sur place. Les militaires ont aussi le pouvoir d'ordonner des perquisitions dans les domiciles, de jour comme de nuit. L'objectif du gouvernement est de réduire, voire de mettre fin à la présence des djihadistes. Là, ça restreint également des mouvements, liberté de mouvement qui serait vraiment restreint dans ces localités. Et c'est là que nous déplorons parce que dans telle région comme ça, il faut aussi des attroupements pour le marché. Il y a aussi les gens qui veulent aller aussi à la mosquée. Il y a des gens qui veulent aller aussi à l'église, un peu partout. Alors, si ces états d'urgence, ça se prolonge un peu là. Ça joue également sur la liberté de mouvement. La menace Boko Haram s'est aggravée dans la région du lac Tchad depuis le départ des troupes du Niger et du Tchad des localités nigérianes de Malam Fatori et de Damasak près du Niger. Dans le cadre de l'état d'urgence, la circulation des véhicules motorisés est interdite passé 20 heures. La mesure s'applique aux 2 roues 24 heures sur 24. Des restrictions qui posent des difficultés économiques, comme l'ont souvent soulevé des députés de l'opposition. Les travaux de la 8e session de la haute commission mixte tuniso-ivoirienne se sont clôturés le 26 avril à Abidjan en Côte d'Ivoire. À l'issue de cette rencontre, 13 accords ont été signés concernant différents domaines comme l'enseignement supérieur, la santé ou encore l'agriculture. Plus de précisions avec Gaël Onana. Le 27 avril, la Côte d'Ivoire et la Tunisie ont franchi un nouveau pas dans leur coopération avec la signature de 13 nouveaux accords. Ceux-ci sont le fruit de la 8e session de la Grande Commission mixte ivoiro-tunisienne qui s'est tenue en marge de la visite du chef de gouvernement tunisien Habib Essid. Je crois qu'à travers nos discussions et échanges durant ces 2 jours, nous avons posé de nouveaux jalons dans le sens de la redynamisation des relations bilatérales dans tous les domaines. Les accords ratifiés portent sur de nombreux domaines de coopération.
11 sont focalisés sur l'économie numérique, le tourisme, l'agriculture, la construction, l'urbanisme, le transport, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Les 2 derniers, quant à eux, portent sur la formation professionnelle et l'emploi d'une part, et d'autre part, la gestion durable des ressources en eau et du littoral. Des accords qui s'inscrivent dans la dynamique d'émergence de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui ambitionne devenir un pays émergent à l'horizon 2020, doit, à l'instar de la Tunisie, qui s'inscrit dans cette trajectoire, accélérer le développement des infrastructures et des équipements nécessaires pour éduquer, soigner et loger décemment ces populations. Les accords signés entre ces 2 pays ont pour but d'ouvrir de nouvelles perspectives aux différents opérateurs économiques. Rappelons que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le 3e partenaire économique de la Tunisie en Afrique subsaharienne. Au Cameroun, le phénomène des fausses cartes de presse préoccupe la Commission nationale de délivrance de cartes de presse aux journalistes. Ce comité envisage de mettre en place une base de données pour recenser tous les journalistes, une mesure critiquée par le syndicat national des journalistes. Viviane Bauken. Le phénomène des fausses cartes de presse préoccupe la Commission nationale de délivrance de ce document destiné aux professionnels de l'information. Pour assainir le milieu et régler définitivement la question, la Commission de délivrance de la carte de presse, dirigée par Séverin Tchonke, envisage de mettre en place une base de données fiable des journalistes en règle et qui mérite d'être considérée comme telle. Le premier problème à résoudre est relatif à l'effectif des professionnels de la presse, difficile à déterminer. Pour cette base de données, le préalable, c'est que la Commission siège. À terme donc, nous allons sortir une liste que nous rendrons d'ailleurs publique, une liste à partir des différents dossiers que nous avons reçus à notre siège. Donc il sera question d'examiner au cours de la commission tous ces dossiers, de déterminer quels sont les dossiers éligibles à l'obtention de la carte. Et une fois que ce sera fait, il sera question de produire des cartes. Pour cela, ce que nous essayons de résoudre comme problème, c'est déjà pouvoir répondre à la question fondamentale. Combien sommes-nous au Cameroun qui méritons d'être appelés journalistes ou alors assimilés ? Pour le syndicat national des journalistes du Cameroun, les politiques sont certes louables, mais le principal problème qui mérite une attention particulière est la mise en application de la convention collective. Cette commission a pris le combat du mauvais côté, et comme on l'a toujours décrit au SNJC, le bon côté serait aujourd'hui obliger les entreprises de presse à appliquer les conventions collectives dans le domaine des médias. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que donner mandat à la CNPS de sévir, voire de sceller les comptes bancaires de ces entreprises qui ne veulent pas signer les contrats à leurs employés. Mettre en application la convention collective, c'est une option très louable et à laquelle nous aimerions tous aboutir. Mais il faut rappeler que ce n'est pas le rôle de la Commission. Au Cameroun, la commission de délivrance de la carte de presse a été créée par un décret du Premier ministre en 2002. Elle a entre autres mission d'assainir le milieu de la presse. La carte délivrée pour une période de 2 ans renouvelable devrait faciliter l'exercice de la fonction du journaliste et de ses auxiliaires. L'émotion est toujours grande à Kinshasa, près d'une semaine après la disparition du chanteur Papa Wemba. Sa dépouille a été rapatriée de la Côte d'Ivoire à la République démocratique du Congo jeudi 28 avril. Un dernier hommage en l'honneur du roi de la rumba congolaise sera rendu le 2 mai au Palais du Peuple. Un reportage de notre correspondant Jacques Amboka, commenté par Corinne Camdem. Kinshasa a accueilli jeudi 28 avril 2016 la dépouille du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba, décédé le dimanche 24 avril en Côte d'Ivoire. C'est aux environs de 10h, heure locale, que le vol du Congo Airways, ramenant la dépouille de la star, a atterri à l'aéroport international de Ndjili. Au bas de la passerelle, les autorités congolaises avaient en tête le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la famille et les amis du disparu. Papa Wemba, la star de la musique africaine, en sa qualité de chef coutumier, a eu droit à un hommage dû à son rang. Papa Wemba était un chef coutumier. C'est ainsi que nous sommes venus l'accueillir par cette musique qui est une tradition. À la mort d'un chef coutumier, il est de notre coutume de chanter et danser à l'honneur de celui-ci. Nous jouons cet instrument appelé l'okombe. C'est un message afin d'informer tout le monde, disant « un chef est mort ». Alors que le peuple ivoirien rendait un dernier hommage au roi de la rumba congolaise le mercredi 27 avril en Côte d'Ivoire, à Matongué, le fief de Papa Wemba, dans la commune de Kasavubu, une grande soirée était organisée en son honneur. Depuis que la nouvelle nous est tombée comme un coup de foudre, en tout cas nous nous sommes retrouvés vraiment abattus, mais nous plairons un grand.
un grand de la musique congolaise, un grand de la musique africaine qui est tombé les armes à la main. Papa Wemba est tombé sur les champs comme un commando qui était sur les fronts. Et il est tombé les armes à la main, il n'a pas baissé la garde. C'est voilà pourquoi aujourd'hui nous nous levons, nous sommes debout pour pleurer ces grands musiciens. Les obsèques du patron de l'orchestre Viva la Musica se tiendront au stade des Martyrs de Kinshasa le lundi 2 mai. Il sera inhumé le mercredi 3 mai 2016 au cimetière de Nécropole, entre ciel et terre. En attendant, des soirées hommages à celui qu'on appelle affectueusement Papa se poursuivent à Matongé, où mode et musique font bon ménage. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.